interviewer Alain Soral, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un que vous connaissez parfaitement, Comprendre l'Empire, et surtout, comprendre l'époque. Merci à tous. Bonjour Monsieur Soral. Première table ronde avec vous, cher Monsieur Soral. Quel état de droit à l'heure du déclin de l'Empire américain? Mais dites-moi, est-ce qu'on peut parler d'empire? On a un ami commun qui est Youssouf Indy, qui nous dit, mais l'Amérique, c'est pas un empire. Comment vous définiriez-vous l'Amérique? Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Comprendre l'Empire, où je donnais ma définition de l'Empire, qui était en général une nation qui domine d'autres nations, hein, puisque c'était ma définition, mais il y a des définitions traditionnalistes, l'Empire selon Evola, etc. Mais ce qui est intéressant, ce qui est simple, c'est de se mettre d'accord sur les termes, c'est tout, hein. Il n'y a pas de définition d'empire en soi. Il y a si on réfléchit au monde dans lequel nous vivons, il y a eu à un moment donné l'Empire anglais, lui a succédé l'Empire américain, qui est toujours une nation qui domine d'autres nations. Il y a eu à un moment donné un empire, on va dire soviétique, qui s'est effondré. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout de parler d'empire américain en ce moment, si on prend cette définition-là. Oui, mais aujourd'hui, on parle surtout du mondialisme. Est-ce que le mondialisme, c'est plutôt, on va dire, un bras armé de l'Amérique, ou c'est au-dessus, ou c'est quelque chose encore, une force encore au-dessus de cet empire américain? Là, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'Amérique, on va dire, en tant que nation avec un peuple, et puis ce qu'on peut appeler l'État profond, mais c'est encore mieux, je pense dire, le pouvoir profond américain, qui effectivement, lui, se situe au-delà de l'Amérique et des intérêts de l'Amérique et de la simple Amérique, et vise effectivement à un État mondial, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la marche vers le nouvel ordre mondial. Et là, on serait sur l'idée qu'au-dessus de l'empire américain, il y a ce projet d'empire mondialiste, qui aujourd'hui, dont les acteurs majeurs aujourd'hui seraient plutôt logés effectivement à l'intérieur du pouvoir profond américain, et puis accessoirement à l'intérieur du pouvoir profond anglais, les Européens étant plutôt des vassaux, hein, voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, si on veut être simple et clair et à peu près, à mon avis, proche de la réalité, on a logé à l'intérieur de la nation américaine des impérialistes qui visent à un empire au-delà de l'Amérique, qui est un empire monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'en avais parlé avec Madame Galacteros, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de guerre de religion, si je puis dire, c'est-à-dire le protestantisme anglo-saxon vis-à-vis d'un catholicisme romain français, c'est-à-dire voilà, l'île contre le continent? Disons qu'il y a une hégémonie mondialiste qu'on peut appeler thalassocratique, judéo-protestante. On voit bien qu'il y a une espèce d'union sacrée entre le monde maritime, le monde protestant et le monde juif, bien qu'il y ait après certaines nuances entre des impérialistes et des nationalistes sionistes, par exemple. Et puis en face, il y a des comment dirais-je, des mondes dominés, et nous, en tant que France, nous faisons partie des nations dominées, sachant que nous avons aussi, nous, produit dans l'histoire un impérialisme qui s'appelait en fait l'universalisme français, les droits de l'homme, hein, issus de la Révolution française, et nous avons à un moment donné produit une proposition alternative qui était construite sur, on va dire, un catholicisme laïcisé, et puis cette alternative qui a essayé d'ailleurs de porter De Gaulle à une époque encore assez récente, avec cette idée de troisième voie, de non-aligné, elle est aujourd'hui totalement vaincue, puisque les élites françaises, et même les élites catholiques, sont soumises aujourd'hui à cet empire monde. Le meilleur exemple est effectivement nos présidents successifs depuis la chute de Gaulle, pour faire simple, qui sont tous soumis à la domination impériale américaine. Et puis aussi même aujourd'hui, c'est très visible avec le pape François, un catholicisme qui lui-même a renoncé à ses fondamentaux et est une des pièces en fait du mondialisme. Pour moi, c'est vraiment un honneur de vous recevoir. Et d'ailleurs, là aujourd'hui, vous êtes en Suisse, vous ne pouvez plus venir en France parce que voilà, nous avons l'état profond qui, on va dire, qui vous attend.
Oui, on peut faire remarquer que un patriote français qui se bat pour une certaine idée de la France qui est relativement traditionnelle et cohérente avec ses fondamentaux, se retrouve aujourd'hui, enfin c'est mon cas, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et promis à la prison s'il met un pied sur le territoire français, ce qui est quand même un bon exemple de la réalité actuelle et qui est une illustration parfaite du sujet dont nous parlons. Mais justement, est-ce qu'en Suisse, vous avez une forme de démocratie, vous avez aussi la démocratie directe. Ah ben vous seriez, qu'est-ce que vous voulez dire là, du coup? Bah ça, c'est l'idée qu'on s'en fait quand on est un peu loin de la Suisse, et c'est effectivement ce côté démocratie directe, votation à main levée, etc. Ça existe un peu. Ça doit exister d'ailleurs dans les cantons primitifs encore, mais en réalité, la Suisse a un double visage. Et elle a notamment un visage d'être au cœur même du système mondialiste. Il ne faut pas oublier l'ONU, la Croix-Rouge, l'OMS. Donc les élites suisses sont un peu comme les élites françaises. Elles sont hors sol, elles sont liées au projet mondialiste. Et d'ailleurs, elles sacrifient progressivement ce qui faisait la spécificité de la Suisse. On le voit notamment sur la guerre d'Ukraine, où la Suisse a rompu pour la première fois depuis des décennies, si ce n'est des siècles, avec sa neutralité diplomatique pour rallier immédiatement le camp ukrainien. Vous voyez ? Donc la Suisse est totalement attaquée aussi, je dirais, par ses élites liées au système monde, et elle rencontre les mêmes problèmes que la France. Et moi qui y vis depuis 3 ans, la nuance que je peux faire, c'est que, on va dire, le pouvoir que j'appelle sioniste, qui correspond en France au pouvoir du CRIF, est beaucoup plus faible en Suisse à cause de son histoire, on va dire, protestante et bancaire. Mais par contre, par exemple, le pouvoir LGBT, qui est un des bras armés du mondialisme, est beaucoup plus puissant. Je rencontre aujourd'hui en Suisse des problèmes, notamment où je suis accusé d'homophobie, que je n'aurais pas rencontré en France. Donc il ne faut pas trop idéaliser la démocratie directe suisse. La Suisse aussi est attaquée de l'intérieur et de l'extérieur par les mondialistes. Et si je veux être un peu pessimiste, je lui donne 10 ans pour voir disparaître sa spécificité de petite nation indépendante et libre. Hein. Et je vous dis, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une gauche très puissante en Suisse qui veut rallier l'Union européenne et qui milite pour tous les fondamentaux mondialistes. Donc ne rêvons pas trop non plus sur la Suisse. Justement, de Suisse, comment vous voyez la France ce soir? Parce que là, on sent un basculement dans une forme d'autoritarisme. Voilà. Est-ce que vous le sentez, ça, de Suisse? Disons que la Suisse, je pense qu'à 10 ans de retard au bon sens du terme sur la France, mais il y a aussi, notamment en Suisse romande, un immigrationnisme délirant et qui ne peut pas être justifié par la gestion d'un ancien empire colonial. Il y a les mêmes puissances destructrices en Suisse qui agissent en France, avec, on va dire, 10 ans de décalage. Et je veux dire qu'on voit bien que la Suisse est victime de ce qu'on appelle le cancer gauchiste français, notamment en Suisse romande, et effectivement, comme elle a on va dire 10 ans de retard au bon sens du terme, ça va encore, mais on voit bien qu'elle est sur la pente française, hein, où la France est dans une situation de chaos avancé, de trahison terminale et presque malheureusement de pré-guerre civile et de pré-guerre mondiale, quand on voit le rôle que joue la France par rapport au conflit ukrainien. Donc la seule chose qu'on peut dire de la Suisse, c'est que comme elle est un peu plus lente, elle a heureusement 10 ans de retard sur ce calendrier mondialiste qui est un calendrier du chaos, hein, il faut bien le rappeler. Alors vous avez parlé là de l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est l'Ukraine exactement? Est-ce que c'est la dernière cartouche de ces mondialistes avant la dédollarisation du monde? L'Ukraine, c'est d'abord, quand on s'y intéresse... on s'intéresse à l'Ukraine de ces 20-30 dernières années, c'est une plaque tournante du blanchiment d'argent sale, c'est une plaque tournante du trafic d'enfants, c'est un lieu, comment dirais-je, où l'économie délinquante américano-mondialiste a tout pouvoir, et c'est aussi effectivement le vecteur de tentatives de déstabilisation de la Russie, et c'est là que se joue la tentative des mondialistes d'empêcher, on va dire, que la Russie retrouve la place qui était la sienne du temps de l'URSS, même si c'est sur d'autres principes. Hein. Mais là, du coup, la Russie, bon, donc, se bat contre l'Ukraine, on sent quand même que le monde entier, hors Occident,
malgré tout, résiste face à cet Occident, parce qu'on voit les mœurs débridées de l'Occident, on voit l'arrivée du wokisme, du progressisme, qui est, on dire, une chose de bras armé du capitalisme, hein, toutes les questions de non-binaire, des gender et machin. On sent qu'il y a un monde qui refuse ça. C'est une lutte à mort. Du coup, c'est une lutte à mort Occident contre le reste du monde. Oui, déjà, quand on parle de guerre d'Ukraine contre la Russie, en réalité, c'est devenu une guerre de l'OTAN déguisée contre la Russie. L'Ukraine a perdu la guerre en 2 mois, hein, si on parle d'armée ukrainienne, et aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs chaque jour un peu plus, que c'est une guerre de la Russie et ses alliés contre l'Occident collectif sous pilotage américain, avec cette idée qui est très très grave pour nous Européens, c'est que si on regarde la longue histoire, celle du XXe siècle, l'hégémonie mondiale américaine a eu 2 coups d'accélérateur qui sont la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une destruction intra-européenne. Hein, et l'Amérique joue le 3e temps de cette montée, on va dire, de cette montée au pinacle, c'est de maintenir sa position ou même de l'augmenter sur la destruction de l'Europe, hein, puisque que ce soit les Ukrainiens, les Russes de l'Ouest ou nous sommes tous, d'une certaine manière, le même peuple et la même civilisation. Donc ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir américain qu'on ne doit pas confondre avec le peuple américain, qui joue aujourd'hui la destruction de l'Europe occidentale, qu'on invite à aller, se massacrer avec les Russes, comme on nous a invités à nous massacrer avec les Allemands lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, c'était pour les intérêts plus immédiats de l'Angleterre et les intérêts des États-Unis de manière un peu plus discrète, mais finalement on est quand même dans cette 3e phase de la même logique où on invite ce qu'on pourrait appeler caricaturalement peut-être l'Europe blanche, la civilisation, la vraie, à se suicider, hein, c'est ça, et à se suicider au nom de l'Occident, ce qui nous impose à donner des définitions très différentes de l'Occident et de l'Europe, et de ne plus ranger l'Occident dans le camp de la civilisation, mais de ranger l'Occident dans le camp du chaos. Et effectivement, pour prolonger et rejoindre ce que vous avez dit, en réalité cet Occident collectif est ultra minoritaire aujourd'hui d'un point de vue mondial, mais il reste hégémonique sur le plan, on va dire, médiatique, et sur le plan de la culture spectaculaire. Et c'est grâce à cette domination médiatique et cette domination de la culture spectaculaire, c'est-à-dire finalement du wokisme et de la propagande médiatico-woke, qu'il arrive encore à faire croire aux gens qui ne sont pas comme nous un peu éveillés que l'Occident est majoritaire et qu'il incarne d'ailleurs le bien ou le progrès. Alors qu'en réalité, si on élargit sa vision, on a un monde globalement qui résiste à cette stratégie globale de chaos. Et on peut espérer d'ailleurs que la victoire finale aille à ceux qui résistent, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la France est dans le mauvais camp. Quand je parle de la France, c'est le pouvoir français, puisqu'il est du côté de l'Occident collectif, et que malheureusement notre salut, qui ne peut pas venir que de nous seuls, car nous n'avons plus les moyens de gagner tout seuls, viendrait en fait de la locomotive russe, de l'alliance russo-chinoise et des BRICS. Ce qui d'ailleurs pour le pouvoir français nous fait passer pour des traîtres, alors qu'en fait nous sommes des patriotes. Alors, vous faites bien la distinction entre les pouvoirs et les peuples, mais est-ce que le peuple français, justement, il résiste? Est-ce que le peuple français, on a l'impression, je parle dans sa grande globalité, hein, pas les individus, parce qu'ici on a essentiellement des résistants, mais est-ce que, dans sa grande majorité, le peuple français résiste à cette emprise? Non, il ne faut pas rêver. La majorité du peuple français, comment dirais-je, est éduqué par l'idéologie dominante et la puissance médiatique, politique, universitaire, etc. Et il faut faire un gros travail, je dirais, de déconstruction, mais là dans le bon sens du terme, pour pouvoir déchirer le voile de l'idéologie, qui d'ailleurs qui est un terme mensonger, hein, dans l'idéologie au sens marxiste, ça veut dire le voile du mensonge. Hein. Donc forcément, il y a toujours dans l'histoire une minorité d'éveillés face à une majorité, je dirais, de moutonnières, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire est toujours faite par des minorités. La majorité finit toujours par applaudir à la victoire de celui qui a gagné, quel qu'il soit. Donc on ne doit pas réfléchir en termes de, comment dirais-je, de combat à mener par la majorité, ou même de penser qu'il faut rallier la majorité pour mener le combat. En réalité, tout est toujours, qu'on regarde les révolutions françaises, bolcheviques, tous les mouvements de l'histoire sont toujours faits par des avant-gardes lucides, structurées et combattantes. Donc la réponse elle est double. La majorité malheureusement n'est pas éveillée, mais la majorité n'est jamais l'acteur de l'histoire.
Alors, vous avez toujours prôné... oui. Alors, excusez-moi monsieur, je finis. Donc, je vous prends l'oreille. Vous avez toujours prôné l'égalité et la réconciliation. Aujourd'hui, on le voit, l'État prône la division. Il y arrive en partie. Comment retourner cette réconciliation? De toute façon, le travail de réconciliation est à faire. Moi, c'était gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale. C'est-à-dire on prenait à la fois la dimension sociale et on prenait aussi la dimension civilisationnelle, traditionnelle, et on estimait que pour pouvoir agir politiquement efficacement, il fallait cette alliance, je dirais, croisée, qui était la symétrique de l'alliance croisée que Kluskar appelle libéral-libertaire. C'est-à-dire qu'on a bien vu que le pouvoir aujourd'hui, c'est l'alliance du capital dans sa version la plus violente et antisociale, quand on regarde bien, on voit avec la réforme des retraites, et en même temps allié au progressisme, c'est-à-dire c'est toujours l'alliance de la droite sociale et de la gauche sociétale. Et moi, ma théorie très simple, c'est qu'il fallait proposer l'alliance inverse pour pouvoir mener un combat un peu efficace. C'est-à-dire ce que j'appelle la gauche du travail et la droite des valeurs. Parce qu'en réalité, le pouvoir aujourd'hui, on l'a vu de manière très symbolique avec le mariage de Carla Bruni et de Sarkozy, c'était vraiment le mariage de la gauche bobo avec la droite du capital atlantiste. Vous voyez ? Parce qu'en réalité, comme dans toutes les réalités historiques, le politique se vérifie toujours par les mariages princiers d'une certaine manière. Et en fait, moi j'ai beaucoup insisté à l'époque sur le symbole du mariage Sarkozy-Carla Bruni. C'était vraiment la ratification finale de ce qui avait été inauguré en mai 68, c'est-à-dire la gauche libertaire au service de la droite libérale. Et donc c'est ça la réconciliation nationale, c'est pas la réconciliation de tout et de n'importe quoi, c'est de faire marcher ensemble, on va dire, les gilets jaunes et la manif pour tous, ceux qui défendent la famille et qui s'intéressent plus à cette question-là parce qu'ils sont socialement plus élevés, on va dire les classes moyennes supérieures qui défendent la structure fondamentale qui est la famille et la différence des sexes, et ils doivent être alliés à ceux qui ont plus des problématiques sociales parce qu'ils sont plus bas dans l'échelle sociale, qui étaient les gilets jaunes. Et pour moi, c'est ça l'alliance nécessaire, on va dire, si je prends des exemples concrets, c'est l'alliance absolument nécessaire des gilets jaunes et de la manif pour tous, c'est-à-dire du prolétariat en difficulté et de la classe moyenne attaquée sur les valeurs. Voilà. Mais dites-moi, monsieur Soral, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le climat, c'est aussi la bourgeoisie, on est revenu au clivage de classe, c'est-à-dire bourgeoisie, peuple? Le problème, c'est qu'il faut intégrer ce qu'on appelait la complexification des rapports de classe, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une lutte classe contre classe du 19e siècle avec une bourgeoisie et un prolétariat. On a notamment ce qu'on appelle les couches moyennes salariées, c'est-à-dire le monde des cols blancs. Donc c'est plus compliqué, mais quand même, il y a cette réalité. Donc il faut comprendre aujourd'hui... on va dire qu'il y a ce qu'on appelle l'hyperclasse d'Attali, c'est-à-dire une grande bourgeoisie hors sol et cosmopolite, et il y a, comment dirais-je, un peuple du travail, mais au milieu, il y a quand même tout un glacis de ce qu'on appelle les cadres supérieurs, tout ce que d'ailleurs décrivaient les sociologues à partir des années 60-70, ce qu'on appelle les couches moyennes salariées. Et en fait, les alliances sont plus complexes qu'avant, et surtout, il y a d'énormes pesanteurs culturelles, parce qu'on a beaucoup, pour simplifier, le travail des médias pendant des décennies, ça a été de faire croire à la classe moyenne qu'elle était l'alliée du grand capital, alors qu'en réalité, elle est progressivement sacrifiée comme le prolétariat. Et le vrai combat idéologique aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre à la classe moyenne que son intérêt est d'être solidaire, on va dire, du peuple du travail, et de comprendre que le grand capital mondialiste est là pour liquider les classes moyennes. C'est-à-dire qu'il y a une lutte de la grande bourgeoisie contre la moyenne bourgeoisie. Toute la problématique aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux classes moyennes qu'elles doivent être solidaires, on va dire, du petit salariat, de ce qu'on appelait avant le prolétariat, et non pas de la grande bourgeoisie incarnée par le MEDEF, car en réalité, aujourd'hui, le processus mondialiste passe par une liquidation des classes moyennes. Ce qui définit les classes moyennes, c'est qu'ils sont propriétaires de leurs moyens de production. Ce qui n'est pas le cas des couches moyennes salariées, qui sont des salariés élevés. Voilà. Et en réalité, tout le travail idéologique aujourd'hui, c'est de détricoter l'idéologie dominante qui a toujours flatté la classe moyenne pour qu'elle se sente solidaire et du même monde que la grande bourgeoisie. Or aujourd'hui, le petit patron, le patron de PME, le commerçant, même s'il gagne bien sa vie, sa liquidation est programmée par le mondialisme financier. Et la difficulté, c'est de faire comprendre à un patron qui gagne bien sa vie de PME
qui doit être solidaire du prolétariat et des gilets jaunes, et non pas marcher dans la combine libérale financière mondialiste. Hein. Et ça, c'est un travail difficile parce que c'est tenter de détricoter des décennies et des décennies, comment dirais-je, d'idéologie et de confort culturel. Et ça, c'est l'ennemi est intelligent et puissant et joue beaucoup là-dessus. Hein. Mais tant qu'on n'arrivera pas à faire l'union on va dire, du prolétariat et de la classe moyenne, sur le plan du combat, on va dire, socio-économique, on sera systématiquement vaincu. Mais c'est pas ce que théorise M. Zemmour, cette fameuse bourgeoisie patriote. Oui, mais Zemmour ne dit pas que des bêtises. Hein. Moi, je ne le trouve pas légitime pour incarner certaines idées, mais sa critique globalement est fondée. La seule nuance que je ferais, c'est qu'il surinvestit la question de l'islam, qui est en fait une conséquence de la question de l'immigration, et il a tendance à mettre le focus là-dessus parce qu'effectivement ça fait du bien aux gens qui sont horripilés par l'immigration incontrôlée, et évidemment cette immigration n'est pas une immigration majoritairement nordique et protestante, c'est une immigration, on le sait, saharienne, subsaharienne et musulmane. Donc le problème, c'est les dosages. Il y a toujours une multiplicité de causes, hein, il n'y a pas qu'une cause. Et il ne faut pas être dans le monodéterminisme exclusif qui fait que vous avez une cause et vous refusez les autres. Il y a des causes qui se combinent, mais après ce qu'il faut, c'est les articuler correctement et les hiérarchiser correctement. Et c'est là, moi, mon hiatus avec Zemmour, c'est qu'il a tendance à surévaluer la question de l'islam et à cacher un peu derrière la question de l'immigration et donc la question du processus mondialiste libéral, je dirais. Hein, c'est là où je verrais des contradictions. Mais lui, est-ce qu'il ne fait pas exprès? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de CNews, lui il en vient. Est-ce que justement il n'est pas une arme de ces mondialistes pour rameuter un peu vers cet électorat CNews? C'est nous ce qu'on appelle l'opposition contrôlée et même les contrôleurs d'opposition. Je pense que Zemmour a une sensibilité qui est liée d'ailleurs à son histoire familiale, à son histoire religieuse, et il est instrumentalisé plus ou moins sciemment d'ailleurs, parce que c'est pour aussi des questions de réussite mondaine, il accepte en fait de jouer un rôle et de remplir une case. Mais effectivement, quand on a la vision que je prétends avoir la plus globale possible et la plus cohérente possible, on peut estimer que Zemmour est en partie un contrôleur d'opposition ou qui fait partie, même parfois un peu malgré lui, de l'opposition contrôlée. Et d'ailleurs, nous, on a toujours dit que l'avenir électoral de Zemmour était bien inférieur à son avenir médiatique, parce qu'en réalité, en France, la question majeure est la question sociale, qu'il avait tendance à laisser de côté, et en fait la question raciale, la question identitaire est une conséquence de la question sociale. Et ça s'appelle d'ailleurs l'immigration. Les immigrés ne sont pas venus d'eux-mêmes, c'est le grand patronat français dans les années 60-70 et aujourd'hui les mondialistes du pouvoir profond mondialiste qui veulent cette immigration intégrale. Et de montrer du doigt, je dirais, les musulmans est un peu un faux combat, parce que dans ce combat mondial, en réalité, quand on regarde, les musulmans sont plutôt du côté de la résistance. On le voit aujourd'hui dans la manière dont on les voit dans la manière dont ils intègrent les BRICS et dans la manière dont ils s'opposent au calendrier woke, vous voyez. Donc je pense que là-dessus, Zemmour soit n'est pas totalement honnête, soit il n'est pas totalement lucide. Mais il n'est pas question de rejeter tout Zemmour. Moi, je pense qu'il faut éviter, si on veut mener des combats un peu unitaires, d'être dans le tout ou rien. Hein. Moi, j'ai des petites dissensions avec Pierre Hilard sur la question de la Russie, mais je suis main dans la main avec Hilard face à des ennemis qui sont prioritaires. Là-dessus, il faut être schmittéen. Hein. On a des ennemis immédiats et prioritaires qui nécessitent de laisser un peu de côté des petites dissensions qu'on réglera plus tard. Rappelons-nous du CNR et de Gaulle. À un moment donné, quand il fallait chasser les Allemands, le travail de Jean Moulin, c'était de réconcilier les Croix de Feu, l'Action française et les communistes. Hein. Et d'ailleurs, il y est parvenu sur le sacrifice de sa vie, si on se rappelle bien. Et justement, ces ennemis-là, comment là vous avez 500 personnes sous ce chapiteau, il fait très chaud, ils vous écoutent. Comment individuellement on peut les combattre? On sait très bien aujourd'hui que l'appel aux armes et l'action directe nous amène directement à la prison. Le président de votre association en sait quelque chose, je crois. Aujourd'hui, il y a en France, sur le modèle du Patriot Act américain, qui, je rappelle, est une abolition en douce de l'état de droit sous prétexte d'état d'urgence,
Nous avons eu la même chose en France de façon, on va dire, plus discrète, avec notamment ce qu'on appelle la loi antiséparatiste et la loi qui s'appelle l'association de malfaiteurs. On nous a vendu la loi antiséparatiste en disant que c'était pour lutter contre le danger islamiste. Or, en fait, on se rend compte dans les faits que ça permet de mettre hors d'état de nuire ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement l'ultra-droite, c'est-à-dire en fait les patriotes. Et donc, pour l'instant, le combat ne peut être qu'un combat de recrutement et de formation, parce que dès qu'on passe à quelque chose qui ressemble un peu plus à de l'action directe, l'appareil répressif en France se met en place immédiatement. Et je peux vous en parler savamment. Donc, moi, je mets toujours en garde contre les gens qui vous invitent à l'action directe et notamment à vous déclarer pour l'action directe sur les réseaux sociaux. Rappelons-nous de l'épisode Rémi Daillet. Il faut être très prudent là-dessus. Ce qui veut dire que aujourd'hui, par exemple, moi, mon travail, c'est de faire comprendre que notre salut passe par la victoire de la Russie et de l'alliance, on va dire, russo-BRICS, que notre salut passe par la victoire russe et la défaite ukrainienne, par exemple. Parce que là, c'est un combat, je dirais, immédiat et qui détermine presque tout. Parce que si la Russie perd en Ukraine, nous serons châtiés très violemment pour avoir tenté de résister. Et ça sera, je dirais, la victoire terminale, c'est peut-être un peu fort, mais la victoire pour un temps long encore de cet empire mondialiste financier et woke, c'est-à-dire qu'il a tous les défauts. Il est pour la désintégration des mœurs et pour la violence économique, c'est-à-dire que je ne lui vois, moi, aucune qualité. Vous avez dit si la Russie perd, c'est-à-dire que la Russie peut perdre quand même ? L'histoire n'est jamais écrite, mais ce qu'on voit, c'est que la Russie aurait déjà gagné si ça s'était circonscrit à une opération spéciale pour des territoires russophones du Donbass. Or, on voit bien que l'empire mondialiste, piloté par le pouvoir profond américain, monte tous les jours, comment dirais-je, la dose d'opposition et la dose d'implication otanesque pour empêcher, retarder la victoire russe. La dernière chose dont on parle aujourd'hui, c'est de fournir des F-16 à l'aviation ukrainienne, et vous pensez bien que, à mon avis, majoritairement, ça ne sera pas des pilotes ukrainiens dans les F-16. C'est-à-dire que les mondialistes, au lieu d'accepter, on va dire, la renaissance de la Russie, et que la Russie ait droit à la maîtrise de son étranger proche, cet empire mondialiste joue, je dirais, tapis, comme on fait tapis au poker, sur cette question, en étant capable de générer ce qui s'appellerait la Troisième Guerre mondiale. Et quand on voit que la première, c'est 20 millions de morts, la deuxième, c'est plus de 50, on peut imaginer, avec la technologie militaire en présence, que cette Troisième Guerre mondiale, à laquelle nous poussent, non pas les Russes aujourd'hui, mais l'empire profond américain, amènerait à quelque chose de jamais vu dans l'histoire de la planète Terre sur le plan de la présence humaine. On peut arriver à 500 millions de morts. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on doit mener comme combat par rapport notamment à l'incroyable propagande de guerre de LCI, de BFM, qui est d'une obscénité sur laquelle d'ailleurs il faudrait réfléchir, parce qu'on aurait pu penser qu'il y avait un progrès grâce à la diversité des médias et à la multiplicité des médias, et qu'il y avait un progrès sur la communication. On voit qu'en période de guerre et d'avant-guerre, la propagande devient une propagande de guerre aussi vulgaire que dans les années 40 ou sous la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de progrès de ce point de vue-là, c'est très choquant. Moi, ça me choque terriblement quand je vois une émission de LCI ou de BFM où on invite un interlocuteur russe face à 3 soi-disant journalistes ou experts français. Le niveau d'arrogance, de malhonnêteté et de violence verbale doit nous faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas eu de progrès de ce point de vue-là, et qu'il y a toujours le même groupe de salopards, je dirais, qui sont prêts à mettre le monde à feu et à sang pour protéger leurs petits privilèges. Et c'est ça qui est le plus choquant, et à la fois d'ailleurs le plus instructif, c'est qu'en fait, la diversité, la multiplicité des médias et soi-disant le raffinement médiatique occidental n'a rien changé dès lors que la tension monte. On retombe dans de la brutalité et de la vulgarité qui est la même de toute éternité. La dollarisation du monde, c'est ce qui permet aux Américains d'avoir une dette incommensurable et de vivre sur le dos du monde, en gros. La dédollarisation, ils ne peuvent pas laisser, les Américains ne peuvent pas le laisser, sinon c'est une chute de leur niveau de vie. Vous avez parlé de Troisième Guerre mondiale. Est-ce qu'ils vont nous emmener dans la Troisième Guerre mondiale ? Oui, on voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, qui a intérêt à la Troisième Guerre mondiale ?
eh ben, c'est effectivement la puissance dollar, parce qu'on voit bien que chaque jour, cette puissance qui venait d'une fausse monnaie incritiquable et qui était la monnaie de réserve obligatoire pour tout ce qui est achat d'énergie au niveau des États, s'est reniée chaque jour un peu plus. D'ailleurs, on se rappelle que le premier qui avait tenté de remettre ça en cause s'appelait Saddam Hussein, il a été mis à mort, et que jusqu'à une époque récente, contester le pétrodollar, puisque c'est de ça dont on doit parler, vous menait au renversement politique et même à l'assassinat. Et aujourd'hui, on voit bien que les Américains, ce qu'ils ont pu faire avec Saddam Hussein, ce qu'ils ont pu faire avec Kadhafi, ils ne peuvent pas le faire avec Poutine. Là, ils sont tombés sur un os, et on voit bien que le processus engagé aujourd'hui est la dédollarisation, qui touche même l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le berceau du pétrodollar. Hein. Et on voit bien qu'effectivement, c'est ces gens-là, c'est-à-dire cet État profond américain, qui est prêt, pour ne pas renoncer à son hégémonie, à aller à une troisième guerre mondiale, quitte à sacrifier une grande partie de la population mondiale, qui est d'ailleurs par ailleurs leur projet, puisqu'on voit bien qu'aussi leur projet, c'est la réduction drastique de population. Hein. Et on voit bien d'ailleurs que c'est le rôle qui a été dévolu à Bill Gates à travers l'OMS. Hein. Et là, on touche, tous les sujets se raccordent. On touche à la question vaccinale. Donc on voit bien effectivement que quand on essaie d'avoir une vision globale de ce processus mondialiste et de cette guerre en fait des mondialistes contre les anti-mondialistes, qu'on appelle les multipolaires, et on voit bien que tous les sujets sont coordonnés et raccordés. Le sujet monétaire, le sujet financier, le sujet géopolitique, le sujet religieux, le sujet nataliste, le sujet culturel, etc. Et moi, mon travail depuis des années, effectivement, c'est de relier tous ces sujets et de montrer qu'il y a une idéologie coordonnée de tout ça et qu'il faut bien tous les prendre en compte. On a une multiplication des crises, crise sanitaire, crise de l'eau, crise de l'énergie, la guerre. On a l'impression qu'il faut, avec toutes ces crises en même temps, mettre les gens sous emprise, quoi. Est-ce qu'ils y arrivent malgré tout? En tout cas, ils essayent. Ils essayent avec beaucoup de moyens, c'est-à-dire les moyens du politique et les moyens du médiatique, et aussi, on l'a vu, les moyens du scientifique. On voit bien la manière dont le professeur Raoult, qui s'est retrouvé à un moment donné à la tête d'un organisme qui aurait dû gérer la soi-disant pandémie, et qu'il a tenu tête à, comment dirais-je, un discours qui lui semblait contraire au constat scientifique, on voit bien aujourd'hui le travail incroyable de mise à mort du type qui était en France le plus grand spécialiste de la question sur le plan officiel. Hein. Donc, il faut bien comprendre le lien effectivement entre Poutine, Raoult, voir les intervenants qui sont ici, Pierre Hillard, moi, etc. Quoi. On voit bien qu'aujourd'hui il y a une union sacrée à faire absolument entre résistants dans chaque secteur. La raison d'ailleurs pour laquelle j'ai accepté de participer à votre séminaire, je ne sais pas comment vous appelez ça, votre congrès, parce que j'estime que de jouer à chaque fois son petit quant à soi, j'aurais pu dire que je ne voulais pas venir parce qu'il y avait des personnes avec qui je suis en porte-à-faux complet, notamment un ancien dealer de cocaïne, mythomane, qui je trouve que sa présence est totalement déplacée, mais malgré tout on m'avait dit n'y va pas à cause de sa présence. Je dis non, moi j'y vais malgré tout parce que je pense que de jouer chacun au petit chef de la dissidence et de regarder ce qui nous sépare plutôt que ce que nous réunit, c'est exactement ce que veut le système, qui d'ailleurs passe leur temps à aggraver les dissensions entre opposants et entre dissidents. Je vois moi que tous les plus gros ennuis que j'ai rencontrés depuis 20 ans, c'est pas avec le pouvoir que j'ai identifié et que je savais devoir affronter, c'est avec des dissidents qui se sont mis à m'attaquer pour des questions de détail. Je citerai pas de nom, mais vous les avez tous. Des gens souvent que j'ai formés, que j'ai hébergés, que j'ai même financés. Et ça, c'est le drame auquel on doit penser, c'est qu'en réalité, le pouvoir a ce pouvoir aussi à cause de notre bêtise, de notre manque de modestie, de notre manque de solidarité. Comment faire cette union enfin? Parce que là, les gens nous la demandent, ils demandent l'union, tout le monde veut l'union, même je veux l'union. Et comment faire? Comment mettre de côté les égos et travailler tous ensemble? Il faudrait écrire une plateforme commune sur des sujets essentiels sur lesquels nous sommes d'accord,
et dire que nous laissons de côté, transitoirement, jusqu'à la victoire finale, les sujets de discorde. Moi, par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée de déclarer la guerre à Pierre Hilard parce qu'on n'est pas d'accord sur le rôle de la Russie, de Poutine, dans le combat antimondialiste. Je laisse ça de côté. Pour moi, c'est un sujet de discussion, mais ce n'est pas un sujet de discorde. Et malheureusement, ça veut dire qu'il faut réduire un peu la question des égos. Moi, j'ai eu un débat interne dans mon association Égalité et Réconciliation pour savoir si je devais venir ou pas. Et des gens de mon association m'ont dit « ne viens pas ». Il n'y a pas de raison que ceci, cela. J'ai dit si, on m'invite d'abord poliment. Je sais que des gens souhaitent ma présence, ce qui est toujours très sympathique. Je discute avec votre président, je vois que je regarde son CV, je vois sa manière de s'exprimer et de s'adresser à moi. Et je viens sans me poser la question de si je vais être instrumentalisé, si ceci, si cela. Vous voyez, il faut en rabattre un peu sur nos égos. Et je vous dis, le meilleur exemple qu'on ait dans l'histoire française récente, c'est le CNR, le Comité national de la résistance. C'est à un moment donné, face à l'occupant allemand, il fallait que, alors ça s'est fait autour du général de Gaulle, il fallait que des gens issus de la tradition, qui étaient beaucoup des gens de l'Action française, puissent momentanément collaborer avec des gens du Parti communiste. Vous voyez, c'était vraiment très... Et je pense que le CNR... Bon, après, on peut discuter sur la mythologie du CNR, c'est un autre sujet. Hein, les sujets sont toujours plus complexes quand on les regarde profondément. Mais je veux dire, on doit se souvenir qu'à un moment donné, il y a eu le CNR, et que même le CNR a produit des élites politiques françaises jusque dans les années 70, c'est-à-dire de gauche et de droite, qui avaient une certaine fraternité patriote. Hein. Je pense que ce CNR a produit des élites politiques de gauche et de droite qui ont permis à la France, je dirais, de se maintenir assez haut dans l'histoire mondiale pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Et il faut absolument renouer avec ce CNR, car nous sommes dans la même situation aujourd'hui, où des collabos en place au sein du pouvoir effectif mènent une politique de destruction de la France à tous les niveaux, hein, économique, culturel, géopolitique, et face à cet ennemi qu'on peut appeler Macron, hein, Macron symbolise absolument tout ça, nous devons mettre de côté nos petites dissensions et marcher la main dans la main sur, je dirais, une charte commune et minimum. Hein, voilà. Et ne pas demander, par exemple, la soumission des uns aux autres. Parce que moi, je reçois des fois des messages de gens qui me disent « Pourquoi vous n'adhérez pas à tel groupe ou à telle association ?» Je dis « Parce que j'en ai créé un depuis 20 ans. Moi, je veux bien collaborer, comme à un moment donné, dans le CNR, vous aviez des groupes constitués qui simplement ne fusionnaient pas les uns avec les autres ou ne passaient pas les uns dans les autres, mais acceptaient, pour un calendrier précis et avec des objectifs précis, de marcher la main dans la main. J'en pense qu'il faut exactement refaire ça. Et pour ça, il faut régler quelques problèmes d'égo. Dites-moi, M. Soral, souvent il y a des gens qui viennent me voir et me disent oui, mais on prenait les mondialistes, ils ont prévu ça, ils ont prévu ceci, ils ont calmé le coup d'avance. Moi je trouve que c'est un discours malgré tout qui peut être très défaitiste et je pense qu'on ne doit pas donner ça aux gens, dire ah ouais, ils ont déjà gagné. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les mondialistes, justement, ils ont ces 5, 10, 15, 20 coups d'avance? Ou est-ce que, en effet, ils ne sont pas si forts que ça en fait? Alors il y a plusieurs réponses. Déjà, que les gens qui vous disent ça ne font pas de politique. Ils ont qu'à écrire des romans comme Michel Houellebecq. La politique, c'est le lieu et le terrain de l'espoir. La politique, on se bat pour gagner. Quand vous êtes certain de la défaite, eh ben vous pouvez vous appeler Sioran, vous voyez, qui a été un combattant politique en Roumanie, puis après il a écrit des livres sur le désespoir à Paris. Donc déjà, quelqu'un qui vous dit « on ne peut pas gagner, c'est perdu », il n'est pas sur le champ politique. Donc on n'a pas à l'écouter. À ce moment-là, il écrit des poèmes désespérés ou il se suicide. À la limite, pourquoi pas, hein, ou il se drogue, je sais pas. Mais la politique, c'est le lieu du combat et de l'espoir. Et le but de la politique, c'est la victoire. C'est rien d'autre. Donc nous, on est des politiques. Hein. Moi, j'ai choisi d'être politique. Donc je me bats. Et n'oubliez pas que l'histoire et la politique, c'est pas comme le sport. Dans un sport, le match de football dure 2 fois 45 minutes. À la fin, on siffle la fin du match et il y a un résultat pour l'éternité. En politique, le match n'est jamais fini. Donc vous pouvez être mené 15-0, et ben peut-être qu'à mon avis, vous passerez à 16-15. Ça va prendre du temps, c'est tout. C'est une question de rapport au temps
et de rapport à l'espoir. Et il ne faut pas trop surestimer l'ennemi, parce que l'ennemi, on le voit par exemple dans les dominants de l'hyperclasse, si on prend des types comme Soros, des Rothschild, etc., c'est souvent des grabataires de 90 ans, et quand vous regardez leurs successeurs ou leurs enfants, la relève n'est pas assurée. Vous voyez le fils Soros par rapport à Soros, regardez son profil Facebook, vous voyez un woke en jupette, et vous voyez bien que le niveau ne s'est pas maintenu. Je parle de niveau d'efficacité et de méchanceté. Donc déjà, les gens qui mènent le projet du mondialisme sont des boomers, c'est-à-dire que c'est des vieillards, il ne faut pas oublier ça. Et ceux aujourd'hui qui leur servent de relais, c'est-à-dire les gradés inférieurs, sont souvent des gens assez médiocres. Je veux dire, qu'est-ce que serait Macron si réellement il ne jouait pas dans un jeu totalement de manipulation où il n'est pas... Où en fait Macron n'est pas... C'est pas Macron qui est au pouvoir, c'est ceux qui manipulent Macron. Macron, de lui-même, c'est pas le général de Gaulle, c'est même pas Georges Marchais, c'est même pas Jean-Marie Le Pen. C'est rien du tout. Voilà. C'est un pervers, on va dire, c'est tout. Donc, il n'y a pas à désespérer pour toutes ces raisons. Et puis d'ailleurs, on voit très bien que la Russie, par exemple, post-soviétique, qui était tombée au fond du trou. Rappelez-vous de l'époque Elstine, il y a eu un moment donné, avec des aléas de l'histoire, un peu de chance et beaucoup de stratégie, un type comme Poutine qui est arrivé au pouvoir et qui a fait un travail de redressement de la Russie sur une période de 20 ans, qui est objectif, qu'on doit constater. Si on prend la natalité, la médecine, la production industrielle, enfin les critères objectifs. Moi je me base comme Todd sur des critères sérieux, parce qu'après c'est des discussions métaphysiques. Mais on voit bien que donc Poutine a pu à un moment donné émerger dans une Russie qui était encore bien plus malade que la France d'aujourd'hui. Donc on doit travailler et à un moment donné... on finit par marquer des points, et puis, comme je vous dis, l'histoire n'est jamais finie, et on voit bien aujourd'hui, si on prend du recul, que en fait, l'empire mondialiste thalassocratique, judéo-protestant, capitaliste financier, a un peu mangé son pain blanc, et est dans une phase de contradiction relativement exacerbée, et a contre lui beaucoup d'opposants de masse critique bien supérieure à ce que c'était du temps des Kadhafi et des Saddam Hussein. Aujourd'hui, l'alliance russo-chinoise, qui n'est pas forcément le rêve pour tout le monde, est une alliance d'une solidité sur le plan militaro-industriel, géopolitique, qui permet d'espérer la victoire des multipolaires, on va dire, puisqu'il faut y trouver notre intérêt, et on peut même penser que si on fait de la prospective, cette alliance russo-chinoise a plus de chances de gagner aujourd'hui que l'empire du dollar déclinant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, l'empire du dollar n'a comme outil essentiellement que l'outil de la manipulation médiatique et de la corruption politique. Mais ce ne sont pas des outils, je dirais, pérennes sur la durée. Parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'éternel retour du concret. Si on fait le parallèle avec la fin de l'Union soviétique, on châtiait les dissidents, il y avait la toute-puissance de la Pravda et de la nomenclatura, mais il y avait le réel, c'est que plus rien ne marchait. Et à un moment donné, c'est tombé presque... beaucoup plus vite et de manière presque étonnante par rapport aux analystes. Je me rappelle, les analystes comme Castoriadis n'ont rien vu de l'effondrement de l'URSS. Ils pensaient qu'on allait vers une guerre mondiale. Ils pensaient que l'URSS allait tenter une guerre pour se survivre, alors qu'en fait, ils ont mis la clé sous la porte. Ce qui veut dire que si on fait un parallèle, la force politique que représente Trump aux États-Unis est un espoir aussi, parce que ça, c'est le courant America First qui veulent justement sortir de l'impérialisme mondialiste, qui d'ailleurs sacrifie l'Amérique intérieure, et rejoindre d'une certaine manière la multipolarité. Il faut bien prendre en compte l'énorme puissance, d'ailleurs combattue très violemment à l'intérieur de l'Amérique, du courant trumpien, et au-delà de Trump, de ce qu'il représente. Il y a toute une partie de l'Amérique et de l'Amérique profonde, qui est le contraire de l'État profond, qui souhaite en fait aussi la défaite de l'Empire mondial, même si d'ailleurs, au niveau du peuple américain, ils ne comprennent pas tous les ressorts complexes, à cause de la médiocrité de la culture de masse américaine. Mais ils le ressentent. Donc on a d'un côté Poutine, allié à Xi Jinping, on a le basculement des BRICS en ce moment avec la réconciliation de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, par exemple. C'est des faits très importants. Et on a aux États-Unis le courant trumpien. Tout ça nous donne beaucoup d'espoir. Il ne faut surtout pas désespérer. Alors, avec la question, j'ai deux dernières questions, je les pose en même temps. J'ai deux dernières questions sur le doctorat, je les pose en même temps.
On voit que les mondialistes, en tout cas de l'Union européenne, veulent imposer l'identité numérique et la monnaie numérique. Du coup, combien de temps il nous reste et est-ce qu'au final, nous vaincrons? De toute façon, si on est vaincu, c'est l'humanité qui est vaincue. Et moi, je mettrais en avant l'idéologie woke et le transsexualisme. On voit bien que là, on est face à des idéologies de mort qui ne sont plus des discussions. C'est-à-dire que ça attaque l'humanité dans son fondement même, qui est la différence des sexes et la matrice familiale. Quand on prétend qu'on peut changer de sexe et qu'on incite les enfants à transitionner, on est sur une attaque, on attaque l'os, je veux dire on attaque l'humanité dans ce qu'elle a de plus fondamental, c'est-à-dire on attaque le noyau anthropologique de l'humanité. Et ceux qui font ça sont en train de prouver qu'ils sont quelque part en bout de course. Parce que trop, c'est trop. On voit très bien aujourd'hui que personne ne veut du woke en réalité, à part une infime minorité de pervers et une infime minorité de dégénérés, et puis derrière, je dirais des braves abrutis qui croient que c'est le progressisme. Et ça, c'est des marqueurs très importants. Je veux dire, le transsexualisme ne passera pas, c'est trop, personne n'en veut, les musulmans n'en veulent pas, les africains n'en veulent pas, les catholiques n'en veulent pas, les russes n'en veulent pas. Les Chinois n'en veulent pas, personne n'en veut en réalité, à part Biden et sa bande. Et regardez le symbole de Biden, père et fils. Nous avons un vieillard dégénéré et complètement gâteux, avec un fils totalement dégénéré, drogué, et tout ça d'ailleurs dans un bain de pédophilie et de pédocriminalité évidente. Et ces gens-là ne peuvent pas régner dans les temps futurs, parce qu'à un moment donné, il y a un problème de dysfonctionnalité et d'illégitimité radicale. Hein. Et moi, c'est ça que je vois. Alors évidemment, la monnaie virtuelle, etc., c'est des combats que ces gens-là mènent, mais je pense qu'à un moment donné, le réel finira par ressurgir. Parce qu'on peut tricher par rapport à la réalité, mais quand on a tellement triché qu'il ne reste plus rien de réel, parce que c'est un peu comme la métaphore du dollar qui n'a plus aucune valeur à force de multiplier le nombre de billets, c'est qu'à la fin cette monnaie ne vaut plus rien, ou pour faire encore plus français et simple, quand on met trop d'eau dans le vin, à la fin c'est des tonneaux d'eau, il n'y a plus de vin, vous voyez, on arrive là à cette réalité que toute l'humanité globale voit, c'est que trop c'est trop et que la réalité est bafouée au-delà de ce qui est peut-être supportable anthropologiquement. Et c'est ça l'espoir, et il est, je dirais, radical et total. Hein, voilà. Et d'ailleurs, ça veut dire que le diable, à un moment donné, parce que c'est ça le diable, hein, le diable sera nécessairement vaincu. Le diable perd toujours. Le diable perd toujours. Oui, voilà, il va perdre et bientôt. Et nous avons à la fois une chance dans notre malheur, c'est que nous vivons une période relativement tragique par rapport aux années 60, mais nous verrons sans doute, nous, l'effondrement de ce système, et nous verrons la défaite de Satan, car elle est imminente. Et ça mérite toutes les souffrances que nous endurons. C'est que nous serons de ce combat final, ce qui vaut très cher d'une certaine manière, et nous devons nous en réjouir. Et moi, personnellement, malgré tous les coups que je prends, je me réjouis de vivre, d'être encore vivant, et sans doute je serai encore vivant, au moment où le diable sera vaincu, et où on va dire le bien triomphera à nouveau sur terre, après une séquence de mensonges et de laideurs qu'on peut dater depuis le début des années 70, vous voyez. Donc moi, tout me porte vers l'espoir. Merci beaucoup, M. Sorel. Merci à vous pour votre invitation. Sachez que je suis toujours actif et en pleine forme. Hein, et je dis, sachez que je suis toujours actif et en pleine forme. Hein, voilà. Et je serai toujours là quand il s'agira de mener un combat collectif. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Mike. Merci à Mike d'avoir avec autant de finesse. Autant de finesse. Autant d'esprit de synthèse, mais aussi de prudence nécessaire. J'ai eu le nom en plus, moi, il y a un quart d'heure. Je garde les secrets. Et d'ailleurs, je peux vous dire que Mike a un grand courage, parce que tout d'abord, il a supporté le secret jusqu'à 3h25. Ouais, de 2h40 à 3h25. Voilà, c'est ça. Et il a, je pense,
magnifiquement mené ce débat. Nous remercions naturellement M. Soral d'avoir participé à nos échanges.